On va se rapprocher de la NBA et de la santé des joueurs dans le débat de la semaine. Luka Doncic, Joel Embiid, Devin Booker, Chris Middleton, Fred VanVleet, Kyle Lowry et j'en oublie, c'est la liste des joueurs blessés au pire moment de la saison, puisqu'on est en play-off et la question de la santé des joueurs revient un petit peu sur la table. Moi, je vais me tourner vers Jérémy, qui est joueur donc, du côté d'Orléans. Le repos, l'entraînement, la compétition, ces 3 phases très importantes dans la vie d'un basketteur de haut niveau. Quand tu vois cette liste qui s'allonge, est-ce que tu te dis pas qu'en NBA, on joue pas un peu trop quand même? Oui et non, dans le sens où, effectivement, on n'a pas envie de voir ces gens-là blessés, puisque c'est ces gens-là qui donnent encore une autre ampleur au match en play-off. Mais ça fait des années que ça a toujours été comme ça, et chaque année est plus ou moins différente. C'est pas chaque année qu'on a les plus gros joueurs blessés, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il y a une blessure, c'est encore plus impactant, mais on sait qu'une blessure peut survenir à tout moment. Après, on ne peut pas omettre le fait qu'ils jouent énormément de matchs, parce que 82 matchs en l'espace de 6 mois, pour que les gens aient un peu une idée de comparaison, il nous faut 10 mois pour en jouer 34. Donc, quand on voit qu'eux, c'est 82 en à peine 6 mois, et derrière qu'il faut encore jouer tous les playoffs avec tout ce rythme effréné, ça reste un rythme qui est très très dur. On peut rappeler que la saison régulière, tu l'as dit, c'est 82 matchs et ensuite en play-off, il faut rajouter une vingtaine, 28 matchs. Si on fait des séries longues et qu'on va jusqu'au bout, il faut rajouter quasiment 28 matchs. Melvin, je te donne la main puisque Steve Kerr, donc le coach des Warriors, a parlé un petit peu de cette gestion, un petit peu de son effectif et du fait d'éventuellement raccourcir la saison. Je te lis la déclare. Pour moi, ce qui a le plus de sens, c'est de revenir à un calendrier de 72 matchs sur le cours d'une saison. Enlever 10 matchs et donner plus de temps de jeu aux joueurs pour se reposer entre chaque match. Je pense que vous inciterez les équipes à faire jouer les meilleurs éléments plus souvent de cette façon. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration ? Je pense que ça fait sens. C'est vrai que, comme le disait Jérémy, les 82 matchs, c'est quelque chose d'assez historique en NBA. Ça a toujours été le cas. Après, c'est vrai que là, on le voit, surtout sur les blessures qu'on est en train de voir en play-off, il y a quand même beaucoup de blessures musculaires plutôt que des entorses, par exemple. Donc c'est vrai que on se demande, je pense qu'il y a un intérêt à ce que la NBA protège le produit, son produit. Et donc, je pense qu'avoir une saison qui est plus courte, ça peut forcément aider. Après, pour moi, la question, elle vient c'est toujours quand on parle de NBA, l'aspect business et l'aspect financier. C'est-à-dire que si tu enlèves 10 matchs de saison régulière, c'est du manque à gagner pour les franchises et pour les propriétaires. Et une réduction de matchs devra être approuvée par ces propriétaires. Donc d'un côté, tu as l'aspect financier, de l'autre côté, tu as l'aspect marketing. Et la NBA a besoin que ces stars soient sur le terrain pour pouvoir promouvoir la NBA. Donc, il va falloir trouver la bonne balance. Alors, on va aller tout de suite sur une autre décla d'Adam Silver, qui est le grand patron de la NBA et qui revient sur le point économique. Nous avons étudié donc la question de la diminution donc, de la saison et nous avons diminué le nombre de matchs la saison dernière en raison de problèmes liés à la pandémie. Nous avons retiré 10 matchs la saison dernière et personne ne l'a vraiment remarqué. C'est toujours un équilibre pour les équipes et les joueurs. Cela représente une réduction de revenus et les joueurs ont des carrières relativement courtes. Cela ne peut pas fonctionner économiquement. On voit qu'ils sont un petit peu coincés entre l'idée de penser à la santé des joueurs et bien sûr de faire rentrer le plus d'argent possible ou de maintenir en tout cas un équilibre économique important pour cette ligue. Oui, moi personnellement, comme l'a dit Antoine, et je sais que notre historien du crew Hype, l'ami Antoine, pourra encore en attester encore mieux que nous. Historiquement, il n'y a pas eu autant de blessés alors que la NBA était plus rugueuse. Les règles défensives permettaient beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de bagarres, beaucoup plus de tout en fait. Alors oui, le style de jeu aussi peut-être plus difficile parce que le rythme est plus élevé, plus d'usage du corps. Peut-être, je le prends en élément d'analyse, mais dans l'absolu,
les rosters NBA peuvent être poussés à 15 joueurs, donc on peut faire plus de rotation et donner... Même avec les tours. Exactement. Donc pour moi, ce serait simplement une gestion différente et ça doit être pris en considération. Il y a des opportunités à donner à plus de joueurs. Ça devrait être ça, la mentalité, parce que 10 matchs sur 30 franchises, c'est énormément de manque à gagner. Et historiquement, il n'y a jamais eu d'histoire de trop de blessures, alors que la NBA avait des règles encore plus rugueuses. Antoine, changer le format de la saison, c'est une décision qui est très importante. On sait qu'il y a plusieurs syndicats autour du basket aux États-Unis, notamment le syndicat des joueurs et la NBA. Comment ça se passe quand on doit mettre ce type de sujet sur la table pour arriver à un consensus et à prendre une décision aussi forte ? Oui, puisque comme tu dis, on pourrait presque dire qu'il y a plusieurs syndicats, puisque quelque part, la NBA est un syndicat qui ne dit pas son nom. C'est une organisation qui représente les intérêts des propriétaires. Et à côté, il y a le NBPA, la National Basketball Players Association, qui là, pour le coup, est le syndicat des joueurs et donc défend l'intérêt des joueurs. Donc là, ce qui se passe, c'est que les deux parties doivent se mettre d'accord sur un accord collectif, ce qu'on appelle le CBA, Collective Bargaining Agreement aux États-Unis. Et donc tout ça fait généralement l'objet de négociations. Je ne te cache pas que je suis allé pousser un tout petit peu plus loin que la question, si tu me permets juste 10 secondes. Quand on gratte un petit peu, ce que tout le monde dit, c'est que si les joueurs se préparaient un petit peu mieux, et là je parle avec des gens qui ont été en interne et même avec quelqu'un au niveau des Clippers qui dit que le load management, ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que les joueurs se préparent mieux pour moins de blessés. Est-ce qu'on peut se permettre de réfléchir à un format dans ce cas-là ? Si on dit que c'est compliqué de réduire la saison à 72 matchs parce qu'il y a de trop grosses pertes financières, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même essayer de prendre en compte ces données de blessures ? Parce que là, on constate qu'il y a quand même pas mal de blessés en play-off. Peut-être un encadrement plus approfondi au niveau de la préparation. C'est-à-dire que les joueurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais ils sont vraiment laissés en autonomie absolue sur toute l'intersaison. Donc, imposer peut-être une reprise plus tôt, ou une pré-reprise plutôt, parce qu'il y a la pré-reprise, c'est-à-dire que la préparation pour la préparation, c'est ce que nous on a dû faire et que toi tu continues à faire puisque tu es encore actif, ou avant même la préparation, tu te remets déjà en forme pour pas justement repartir de zéro une fois que tu arrives au training camp. Et je pense que c'est déjà une méthode dont parle Antoine. Et la deuxième, c'est d'utiliser les joueurs plus. Il y a des effectifs où il y a des joueurs qui jouent très très peu, sachant qu'ils ont des contrats garantis. Donner plus d'opportunités à des joueurs de rôle, d'avoir plus de minutes et de gérer un petit peu mieux les effectifs. Ce serait aussi une méthode. Melvin, je ne te relance pas sur ces idées de format. Allons sur les playoffs et l'actualité. Je te redonne des noms. Luka Doncic, Joel Embiid, Devin Booker, Chris Middleton, Fred VanVleet, Kyle Lowry. Sont tous donc absents momentanément. On espère qu'ils reviendront peut-être un petit peu plus tard. Quelle absence, selon toi, impacte le plus sa franchise? Alors, il y a un nom que tu n'as pas cité et qu'on ne voit pas sur l'écran, c'est Ben Simmons. Non, je rigole. Tu n'as pas joué un match pour les Nets de Brooklyn, Ben Simmons. Vas-y. Pour moi j'ai envie de choisir Devin Booker parce que c'est une blessure qu'il a eue à répétition, qu'il avait déjà eue cette saison. Mais par contre, son absence change complètement la façon de jouer des Suns. C'est-à-dire qu'avant, c'était Chris Paul et Devin Booker, un peu à toi, à moi, mais aussi un très gros collectif. Et là, dans son absence, on demande à d'autres joueurs, des joueurs un peu plus secondaires, qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir le ballon autant entre les mains, que ce soit Jay Crowder, Mikal Bridges, Cam Johnson, qui sont tous ailiers, de répondre présent. Et là, on voit que contre les Pelicans, lors du premier tour, c'est un peu plus compliqué pour eux et ils vont devoir essayer de s'extirper de ce premier tour alors qu'ils sont à 2 victoires partout contre les Pelicans. Antoine, sur ces noms-là, est-ce que tu ne penses pas que le début des playoffs, en tout cas le premier tour, est un peu faussé quand on voit que Doncic, bon, là, il est revenu depuis et ça va beaucoup mieux, mais que Joel Embiid blessé, Devin Booker blessé, Chris Middleton, Fred VanVleet, est-ce que ça ne fausse pas un peu le début des playoffs? C'est clairement un gros problème, encore une fois, quand on a une NBA, un sport comme le basket qui est un sport collectif, mais qui, on le sait, au niveau business et aussi au niveau du jeu, est quand même très très porté par des joueurs majeurs, des joueurs stars. Forcément, s'ils ne sont pas sur le terrain, ça pose un très 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 gros problème. Et donc voilà, la question des blessures, les joueurs disent que c'est parce qu'ils jouent trop de matchs, etc. Mais ce qui se dit en interne, c'est que, encore une fois, il y a des moyens de se préparer pour être moins blessé. Des fois, c'est un coup de pas de chance. Des fois, c'est de l'usure, de la fatigue. Mais il y a aussi d'autres choses derrière. Allez, un dernier mot avec Melvin et ensuite on enchaîne. Ouais, moi je
suis pas d'accord sur le fait que ça fausse le début des playoffs, parce que si tu regardes historiquement, les blessures, ça fait partie du jeu. Et si tu regardes tous les derniers champions des 10-20 dernières années, si pour être champion, il faut avoir un peu de réussite. Et c'est souvent l'équipe qui a justement pas énormément de blessures, qui arrive à rester en bonne santé. Donc ça fait partie du jeu, ça a toujours été le cas. Puis toutes les équipes jouent le même calendrier. Hein. Aussi. Donc on est tous égaux face aux blessures. Exactement. Et puis c'est des fois de la malchance. Hein. Le pouce de Embiid, c'est de la malchance, effectivement.